Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau petit module pour l'émission, enfin pas pour l'émission d'ailleurs, c'est pour le projet Ulule C'est pour de toi. la FIO des visages, c'est pour moi, C'est pour lui. accompagné par Fabien pour une fois. Bonjour à tous. Voilà, donc on est un peu en mode making of. En fait, on a essayé de trouver une idée pour un petit peu parler du film, mais via Cinefeuse. Donc, en fait, on va faire ta promo, C'est ça. mais d'une manière un petit peu plus cinéphilique. Non, en fait, je me suis dit que le film est intéressant aussi parce qu'il aborde plein de films différents. Il le vend bien. Hein. Donc on rappelle, hein, c'est un long métrage que Cinéphos produit. Et je voulais un peu parler des inspirations de ces films parce qu'il y a plein d'anciens films dont on n'a pas forcément parlé à Cinéphos. Et j'avais envie qu'on en parle. Et justement, toi, tu as vu ces films, pas pour l'occasion, tu as vu ces films avant. Donc du coup, c'est intéressant d'en reparler. Et du coup, ça fait une petite émission Cinéphos, un petit module. Et évidemment, ça peut aussi nous permettre de vous rappeler qu'il reste 6 jours pour donner de l'argent pour le film ou pour participer, petite contribution ou pas. Il y a des t-shirts de Cinéphos en cadeau, des avant-premières, des DVD du film, etc. Donc tout ça, ça peut nous aider, surtout que c'est surtout en ce moment là, c'est pour la post-prod. Post-prod, mixage, musique. Dernières étapes. Voilà, donc c'est vraiment là, il nous reste encore pas mal à obtenir. Si vous avez envie de nous aider, donc voilà, vous allez sur le Ulule, la FIO de visage, et puis voilà, vous mettez ce que vous voulez. Voilà, et puis vous pouvez gagner avoir des petites contributions, t-shirts, tout ça, c'est pas mal les t-shirts, un t-shirt Cinéphos, on n'a jamais eu. C'est ça. Bon. Donc parlons des films qui ont inspiré ce film-là, ce projet de film. Notamment le premier, c'est Les yeux sans visage de Georges Franju. Pourquoi mens-tu? Depuis le temps que je te connais, je lis sur ton visage. Dis-moi la vérité. Les gens n'approfondiront pas. Ils ne chercheront pas à savoir ce qui se passe ici, surtout. Et oui, on va parler d'un film français. Grand classique voilà. du cinéma fantastique français. C'est ça, alors grand classique français, mais qui est pas super connu, je trouve. Enfin, pas aussi connu, un peu par les cinéphiles, mais pas forcément énormément connu. Donc c'est un peu considéré comme le grand classique du cinéma d'horreur français. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Il est quasiment tout seul dans cette catégorie-là. C'est le deuxième film de Franju. Franju, bon, alors c'était vraiment un réal qui faisait partie du groupe Truffaut, Langlois, les dingues de la cinémathèque de l'époque. C'est ça. Et en fait, il a commencé par faire du documentaire, notamment un documentaire très... Le sang des bêtes. Voilà, Le sang des bêtes, qui est un documentaire sur les abattoirs Oui, qui avait à Paris. que j'ai vu, qui est un truc assez impressionnant. Avec Très des vaches, impressionnant, très gore. Des vaches qui se font dépecer. C'est ça. Et sympathique. Et j'en parle parce que Les yeux sans visage, c'est justement un film qui... c'est peut-être les premières scènes gore de l'histoire de l'horreur, en tout cas moderne, quoi. Le film est en noir et blanc, mais on sent il y a une scène, surtout qui est une scène d'opération, qui est une scène cultissime, qui encore maintenant te met un choc quand tu la vois. C'est un truc assez dingue quand tu vois ça. Et tu vois le dis, goût du mec. on est en 59 et ils ont laissé passer ça. Non, c'est étonnant. C'est la lenteur du truc, quoi. Combien il prend son temps pour découper le visage, voilà. Qu'est-ce que tu avais pensé de ce film? Qu'est-ce que tu peux dire aux gens pour qu'ils aient envie de voir ce film? Parce que c'est un film... Ça fait un petit moment que je l'ai pas vu, mais le film il est sorti en DVD Blu-ray chez Gaumont. Ouais, et il est aussi sorti en Criterion édition avec un remastering aux États-Unis. C'est plutôt ce que je conseillerais. Oui, enfin en tout cas, chacun non, mais le master est très bon. Si vous avez pas de lecteur zoné, oui, par contre. Prenez le Gaumont qui est vraiment très très chouette, même si c'est vrai que le Criterion s'impose de par la facture Criterion qui est toujours mais il bosse, quoi. Bien au-dessus, quoi. C'est du super travail. Non, le film est vraiment excellent, ne serait-ce que pour le travail visuel, en effet, où on a une photographie en noir et blanc absolument magnifique, ultra contrastée. Il y a un jeu effectivement sur les ambiances lourdes, ambiances chirurgicales qui sont extrêmement
extrêmement lourde et que vous retrouvez vraiment sur plein de films, même Batman de Tim Burton par exemple, avec cette fille au masque par exemple. Bah, dès qu'on voit un masque, voilà, maintenant on sent l'influence. Je crois qu'il y a Romero qui a fait des références c'est à ça, ce film. enfin, dans Il y a... Bruiser, je crois. Dans quoi? Bruiser. Oui, Bruiser. Bruiser. Il y avait aussi le dernier Almodovar est totalement. C'est un remake du film de Franju. Même Jess Franco, il avait fait une variation de ce qui s'appelait Les Prédateurs de la nuit, enfin un truc. Même dans. Comment s'appelle le film de John Woo là? C'est. Le Volte-Face. Volte-Face. Même dans Volte-Face, il y a des petits trucs de. Oui, il y a cette notion à chaque fois de qu'est-ce que tu perds quand on t'enlève ton visage. Et c'est vrai qu'il y a du masque sans visage. Le masque sans visage. Et c'est vrai qu'il y a un très beau casting aussi, puisque Pierre Brasseur joue le rôle du chirurgien. Très bien. Qui est glaçant dans ce film. Ouais, il n'y a pas d'émotion, etc. Le personnage ultra rigide. Il y a la fille aussi qui est jouée par Edith Scobb. Alors, là, c'est la grande dame du cinéma français. Oui, non, mais c'est-à-dire qu'elle a fait. C'était une des actrices fétiches de Franju. Et elle a quasiment. C'est ce film qui l'a fait vraiment connaître. Oui. Pour un point, si vous avez vu le film de. Je suis pas fan de comment il s'appelle, la merde. Le mec qui a fait. Holly Motors. Si vous voyez Holly Motors. Oui, de Carax. C'est elle qui joue la chauffeuse, celle qui conduit la limousine, et à la fin d'ailleurs elle met le masque. Elle était dans le Pacte des loups aussi, elle faisait la maman de Vincent Cassel. C'est vrai. Elle était dans Vidoc aussi, elle jouait elle a un visage très étrange. Très fin. Ouais, très fin. Extrêmement fin, très très fine. Et avec une voix aussi très particulière. Elle était dans Judex aussi, il me semble. Ah, peut-être, vu qu'elle a joué dans tous les films, il me semble, parce qu'elle avait justement ce faciès très particulier. Ses yeux très clairs aussi. Et ce qui est marrant, c'est que dans le film, vous ne la voyez jamais. Elle est toujours derrière ce masque, mais elle a une gestuelle, une façon de bouger, de tout, qui est très belle, très poétique. Encore une fois, très fin, qui est très beau dans cette espèce de robe blanche. Non, c'est un film qui est très beau. Moi, je me souviens surtout de la fin avec les chiens. On est à la limite du conte de fées à la fin. Il y a une imagerie, une espèce de poésie macabre dans ce film. C'est clair que nous, en termes de fantastique, on a toujours été. C'est du fantastique poétique, quoi. Mais malgré tout, il y a quand même des bribes d'horreur qui font que ce film est assez glaçant. Franju expliquait que lui, il n'avait pas du tout peur des vampires, des zombies, des trucs comme ça. Ce qui lui faisait peur, c'était l'aspect chirurgical. C'était l'aspect chirurgical. Ça le faisait flipper, quoi. Et tu le sens bien dans le film, quoi. Il y a quand même quelque chose de très serial killer avec les personnages qu'on emmène au loin, etc. Oui, on va dire, dans une espèce d'avant-garde par rapport à l'horreur, on va dire, des trucs qu'on verra dans les années 70, par rapport justement à l'aspect chirurgical, tout ce qui a trait au corps, finalement, aux déformations du corps, à ce qu'on casse dans notre corps par les opérations. Non, mais c'est un très très beau film, vraiment. Voilà. À voir, s'il y avait un film français d'horreur à voir, c'est celui-là. C'est encore celui-là qui reste celui au top, quoi, mais vraiment largement au-dessus. Non, carrément. On passe au deuxième film qui a inspiré le film, c'est Sisters. Sisters. They were once one in body, and perhaps one in mind. Danielle and Dominique. One loving, one hating. One innocent, the other... Where does Danielle end and Dominique begin? Sisters de Brian De Palma, Sœur de sang. Donc, alors là, c'est De Palma, c'est considéré comme le premier film de De Palma, même si on avait fait plusieurs avant et tout, évidemment, mais c'est celui où il a affirmé vraiment son style. L'histoire de deux sœurs siamoises qui ont été séparées, et une en fait développe une sorte de double personnalité par rapport à sa sœur. Le film est très connu parce qu'il y a un split screen, il y a une guerre, etc. Qu'est-ce que tu as pensé de ce film? Est-ce que tu t'en rappelles? Moi j'aime beaucoup le film déjà parce que y a Mario Kidder dedans. Mario Kidder, c'est la Lois Lane des Superman avec Christopher Reeve, et qui parle français en plus des fois dans le film. À la base, elle devait être française. C'est ça. Tu sais comment il a fait le film? Il a fait le film, en fait, il est sorti avec les deux actrices. J'ai bien compris. Est un gros. En fait, il vivait avec elles, les deux. Non, enfin, il était pas. Mais il vivait avec les deux. En fait, je crois qu'il était paumé, il avait pas d'argent, il s'était fait jeter de son dernier film, il s'est fait virer. Et il était allé voir. Et en fait, il sortait avec une des deux. D'accord. Et en gros, il vivait chez elle parce qu'elles étaient en colocation. Et il leur avait promis qu'il écrirait un scénario pour elle. Et à un moment de je crois, au moment de l'anniversaire d'une des deux,
son cadeau, en fait, ça a été ce script. Il a dit, bah voilà, Sisters, et il leur a filé le script. Et je l'écris pour vous. Avis à tous les cinéastes paumés, si vous êtes en coloc, voilà, vous savez Voilà. ce qu'il vous reste à faire. Cherchez du côté de vos colocatrices. Ce que toi tu n'as pas fait avec tes 2 actrices par contre. Non, je l'ai fait. Non, j'étais pas en colocation avec elle. Voilà. Non, c'était pas. Non, mais on peut pas tous. Pas tous faire la on n'est méthode. pas tous Brian De Palma. Voilà, la méthode toi, Brian De toi, Palma est assez tu particulière. fais les split screen, mais tu n'as pas Ouais, les c'est ça. méthodes de fabrication et d'approche des acteurs. Toi. Ce que j'aime dans Sisters, c'est vraiment ce côté. C'est pas un gros budget, c'est vraiment. Ah un non, non, petit film. c'est une production American International Pictures qui à l'époque était le studio américain spécialisé dans la série B. Il avait produit des films de Roger Corman, tout ça. Et c'est vrai qu'on est dans cette dynamique de film de suspense à twist avec peu d'argent. Ouais. Mais vraiment avec peu de moyens. Et pourtant, il fait des choses assez splendides. On a toute cette séquence de snuff movies qui est assez dérangeante et assez belle. C'est un film qui est très graphique aussi. Les personnages sont très identifiables. Un peu crade aussi. Un peu crade, des murs toujours un peu dégueulasses. Tu sens que c'est tourné dans... Il n'y a vraiment pas d'argent, mais il s'en tire vraiment avec une maîtrise. Il y avait l'ami de Bernard Herrmann aussi qui aidait bien, qui a fait la composition. Quand même, top. quoi. Ouais. Quand même. J'ai décidé d'aller chercher Bernard Herrmann qui, à mon avis, à l'époque, n'avait pas que ça foutre que de faire la musique pour un petit jeune qui se lance. Je sais pas comment il a convaincu d'ailleurs. Mais c'est marrant parce que c'est parce qu'il y a aussi peut-être qu'il a dû le flatter par rapport à Hitchcock et tout ça. Donc parce que Bernard Herrmann a fait la musique de presque tous les De Palma jusqu'à sa mort en 76. Puis il a fait la musique d'Obsession aussi. Obsession, c'est son dernier en fait. C'est l'un de ses derniers scores. Un score magnifique aussi. Mais c'est vrai que Taxi Driver, c'est Sisters, le problème c'est qu'on peut pas trop en parler en détail parce qu'on risque de trop vous en révéler si vous n'avez pas vu le film. Mais ça, franchement, c'est une pépite quoi. Et c'est déjà, on a déjà les traces d'un grand réalisateur en devenir. Hein. Mais très cool. Très cool. Non. Sachant qu'il y a eu un remake d'ailleurs qui a été fait avec Lou Doyen. Que j'ai pas vu. Qui est très anecdotique, mais qui était réalisé par un mec qui avait fait Taxidermy. C'était plus dans un côté plus Cronenberg en fait. Okay. Et ouais, voilà, il n'y a pas grand chose à dire. C'était pas oufissime. Mais voilà, il y a eu un remake qui a été fait parce que chez Quayside a sorti le coffret avec les 2 films dans la même édition. D'accord. Mais en fait, le Sisters de Palma était limite en bonus. Alors qu'en fait, finalement, tu gardes surtout le Sisters de Palma plutôt que le film. Mais Wildside avait sorti un collector de Palma. Oui, après, avec différents films. On passe au 3e film, Perfect Blue. Ça, on a parlé beaucoup de Satoshi Kon, mais surtout avec Philippe. Donc, après. Alors, ce qui est intéressant avec Perfect Blue, c'est que c'est un film d'animation, mais c'est le premier film de Satoshi Kon. Voilà, mais c'est un film très très référentiel justement au cinéma de Hitchcock, de Palma et d'Argento, mais qui arrive à faire autre chose en fait avec quelque chose de plus japonais, de plus fou aussi, de plus dans la tête de la personne, de plus psychologique aussi. C'est clairement une plongée dans la psyché d'une personnalité dérangée, malade. Mais c'est aussi son rapport à la société japonaise, vu que c'est une personne publique. C'est ça qui rend intéressant, parce qu'il y a une espèce il n'y a pas seulement sa propre psychose, mais il y a aussi cette espèce de parano de rapport par rapport à la célébrité, par rapport à toute la société japonaise, que la société projette sur elle. Et c'est aussi ça aussi qui contribue à son mal-être, je pense. Quoi. Parce qu'on on a cette figure du psychopathe qui la suit, mais on a aussi tout ce rapport au début du film par rapport à la presse, par rapport ouais, mais c'est son rapport à la en fait, le film, il y a un moment donné, on ne sait plus où est la réalité, où est la fiction, ce qui est un truc que va faire Satoshi Kon sur tous ses films. Et, mais là, c'est assez enfin là, ça marche très bien aussi, parce qu'en fait, au bout d'un moment, on ne sait plus si elle tue vraiment les personnes, si elle les tue pas, ce qui lui arrive, c'est ce qu'elle fait, parce qu'elle est actrice aussi, donc ce qui lui arrive et tout. Et ça, c'est... En termes d'inspiration, ouais, c'est vraiment cet effet-là, en fait. Ces effets de mélange réalité et fiction à un point où on ne sait plus vraiment où on est. Tout se mélange. Ça marche très bien. Et puis, tout se mélange, et justement, c'est ça l'intérêt du film, c'est que le spectateur n'est jamais... on n'indique jamais au spectateur à quel moment
on est dans la réalité ou dans la tête de la fille et tout ça, et c'est de là que vient le maladie du film aussi, je pense. Ouais. Un grand film, un Perfect Blue, ça a pas pris une ride. Ça, ouais, je pense qu'il y a pas mal de gens qui l'ont vu. Ça, vous l'avez Je vu, crois hein. pas qu'il y ait d'édition Blu-ray du film en France. En France, non. Et je crois qu'il en existe une au moins aux Aux États-Unis. États-unis ou en Angleterre, je sais Et plus. en Angleterre, ça vaut le coup, je pense, malgré que le film soit un téléfilm, donc petit budget, que c'est pas une facture incroyable. En tout cas, bon, en France, il y a une édition double DVD, enfin une édition qui Sorti chez existe. HK, Qui est sorti sortie en chez salle, HK, hein, chez nous. Ouais, ouais. 98, c'était sorti en salle. Ouais, c'était un film impressionnant. Enfin, c'était un film qui avait remis Bah, à en l'époque, avant l'animation japonaise. À l'époque, t'avais C'est Ghost in the Shell et après t'avais ça. Quoi. Ouais, ça a été vraiment une bonne période. C'était vraiment une date importante. Ouais, dans la sortie française de ce genre de film. Ouais. Et c'est vrai qu'HK, ouais, j'avais oublié que c'était HK. Ouais, c'est Metropolitan qui avait sorti ça. C'est du poster, donc oui, comme ça et tout. Ouais, mais ça c'est devenu mythique. Ouais. Non, ça c'est très très impressionnant. Et donc, dernier film, même s'il y a encore plein d'autres films qui m'ont marqué, c'est un film qui s'appelle Quand l'embryon part braconner. Quand l'embryon part braconner. Parce que moi, je me méfie depuis la brigade de la bataille du tigre. Putain, oui, ça, c'est vrai. bon, ça va te poursuivre. Ah, mais et le bien, c'est que Philippe me dit rien pendant toute l'émission. Bah, Mais bref. c'est ça, la brigade de. La brigade de la montagne du tigre. Tigre. Ça aurait pu être un. Ça aurait pu être, Non, la montagne de la brigade du de la brigade du tigre. J'ai même pas. Ouais, je me suis dit, il y a vraiment la brigade. Ah, moi, je me suis posé la question et on n'a pas vérifié. Non, Parce non. qu'on est comme ça, à Cinépheuse, on n'aime pas vérifier Moi, ce serait pas passé. nos ouais. sources. Mais je sais, mais c'est pour ça en fait. Ça serait pas passé. C'était pas. Donc, c'était quand pas la l'embryon part réelle. braconner. Mais là, c'est bon, Ça, c'est ça, bien c'est le. bon, c'est ça. bien. Koji Wakamatsu. Koji Wakamatsu. Alors, encore un réel japonais. Que j'ai rencontré. C'est vrai que tu as rencontré à quelle occasion? Et il avait fait une projection il y a quelques années d'un de ses films là. Ah oui, l'Armée Rouge. L'Armée Rouge, ouais, l'armée. tout à fait. Qui était interminable comme film. Mais bon, bref. Alors, Koji Wakamatsu, je ne l'ai pas vu. c'est un réalisateur japonais de ce qu'on appelait les pinku, enfin en tout cas au début de sa carrière. Il a des films érotiques, faits avec peu d'argent. En gros, les producteurs leur filaient de la péloche, ils leur disaient vous faites des films, mais nous il nous faut du cul, après vous faites ce que vous voulez dedans. Et Wakamatsu était un mec très bizarre parce que c'est un gauchiste un peu. Hein, Il faisait partie d'une vague contestataire. Ouais, c'est ça. Ouais. La vague C'était contestataire. les années dans le 70 japonais. aussi. Et du coup, il a profité pour créer des personnages. Par exemple, vous avez des films, je crois Les Anges Violets, où c'est des terroristes et tout. Alors, toutes les 20 minutes, ils couchent ensemble, mais sinon, ils font des attentats. Et donc, vous avez des films très bizarres et très intéressants. Et surtout, c'est des films avec très peu de budget, mais où il exploite un peu son manque de budget. Il n'y a pas de fric. Hein. Et là, c'est vraiment le film où là, je me suis dit, ok, alors là, c'est super intéressant parce que Quand l'embryon part braconner, c'est un film qui est sorti en salle en France. Et ça a fait polémique parce qu'il est sorti des années après la sortie initiale. Quand je dis qu'il est sorti, c'était dans les années 2000. Donc ils l'ont ressorti en fait, mais il n'y avait pas eu de sortie officielle en France. Il a été interdit au moins de 18 ans. Alors que c'est pas un film, c'est un film érotique, pas du tout pornographique, mais c'est un film un peu sadomasochiste, avec des éléments comme ça sur la séquestration. Et on voit que malgré tout, malgré l'époque, il a encore un choc sur les gens. Parce que pour que les mecs aillent à l'interdire au moins de 18 ans un classique, il faut vraiment qu'il est gêné. Et donc, le film raconte un homme qui va en fait séquestrer une fille dans un appartement. Et en gros, il va lui faire des différents sévices en fait. Et puis on voit que le mec va pas très bien et qu'elle va pas très bien. Et c'est dans un style très japonais sur qu'est-ce que c'est que la douleur, tout ça. Enfin bon, c'est l'Empire des Sens. Enfin, on est dans cet univers-là. Mais ce qui est génial, c'est que c'est un film. Il a très peu de budget. C'est-à-dire que quand il ouvre la porte de l'appartement, il n'y a pas de meubles, il n'y a rien. C'est vide et en fait ça marche quoi, c'est-à-dire qu'il arrive à te créer une mise en scène avec très peu d'argent quoi. C'est-à-dire, encore une fois, il utilise juste des lumières pour montrer la pluie qui tombe dehors, donc en fait des ombres de pluie qui va se refléter sur les murs, et rien qu'avec ça il te fait le film. Et le film se passe en 2 pièces, et le film se passe en 2 pièces et très intéressant en plus. C'est pas qu'il y a
l'élément érotique est très très léger, franchement on s'en fout. Mais par contre, c'est de voir à quel point, pour les jeunes les amateurs de gens qui veulent faire des films avec très peu d'argent, Oui, c'est un c'est modèle. un gros modèle et c'est très intéressant de voir à quel point il travaille ça et il en sort quelque chose, quoi. Il y a un film qui fait à peu près 1h30 et qui se passe quasiment dans 2 scènes et comment il exploite le décor. C'est-à-dire qu'au début, on va avoir l'appartement vide, après, on va avoir des flashbacks, l'appartement est décoré, après. Le film se passe quasiment que dans un lit en fait, et le lit il va mais ne serait-ce que changer le matelas, il va utiliser les lattes, etc. Tu sens qu'il y a ce, Bon, ce il y a une décor exploitation, vie, quoi. ouais. Ce décor Non, est il y a vivant. une exploitation de tout ce qu'il y a dans le film, alors qu'il n'y a rien dans le Mm. film. Et ça qui est intéressant, quoi. Parce que du coup, ça crée des personnages, ça crée une histoire. Et Wakamatsu est un personnage très intéressant, et je crois d'ailleurs qu'ils veulent faire un documentaire en France très prochainement sur lui. Ce serait bien. En tout cas, et en tout cas, voilà, il y a eu différents coffrets, donc vous allez pouvoir trouver ce film dans des coffrets différents. Vous avez vu. Alors moi c'est marrant parce que quand j'ai vu ton film, parce que j'ai vu le premier montage déjà, je pensais à un autre film, Vas-y. peut-être que je sais pas si tu l'as vu, c'était Le visage d'un autre, Non, de Hiroshi Teshigahara. non, ça me dit quelque chose. Non, non, j'ai pas vu. Et c'est marrant parce que c'est l'histoire d'un type qui est victime d'un accident de travail D'accord. et qui attend son visage en fait. On va l'opérer et pendant tout le film en fait il attend le visage et en fait pendant tout le film on le voit, il a un masque comme l'homme invisible, D'accord. vous savez, avec des bandelettes et tout. Et du coup il y a une espèce de jeu par rapport à l'identité, par rapport au fait D'accord. d'attendre le visage d'un autre. Et pendant une grosse partie du film sous ses bandages il a rien, quoi. Enfin, D'accord. il a la chair à vif, sauf que pareil comme dans Frangin, tu le vois pas, ou alors tu le vois en flou. Et c'est un film très très intéressant parce que c'est pareil, c'est en noir et blanc, tourné en 4 tiers à l'époque. D'accord. Ouais. Et il y a une veine tournée par la Toho, quand même, gros studio. Et le mec, Teshigahara, dit je vais le faire en 4 tiers, dans un style un peu documentaire, avec Tatsuya Nakadai. Et du coup, et ça joue pas du tout la carte du sensationnalisme parce que le mec. Enfin, le film commence, il dit ouais, j'ai eu cet accident, il n'a plus de visage. Le mec, il est plus embêté qu'autre chose, en fait. Ouais, d'accord. Il n'est pas là, mon Dieu, machin. Et plus le film avance, plus il y a une ambiance. Et en fait, l'aspect identitaire vient du rapport avec les gens qu'il va croiser. En fait. Est-ce que les gens vont le regarder pour ce qui lui il est, et c'est vachement intéressant. C'est un film qui est super intéressant. Mais alors, après, il y a d'autres films que j'ai vus au fur et à mesure du film, en fait, du tournage, qui était Seconde de Frankenheimer. Opération Diabolique. Opération Diabolique en français, Tout qui à est fait. sorti en salle récemment. Génial, ça aussi. Ah oui, alors là c'est très bizarre, ça, c'est c'est un très mec beau. qui change de personnalité. Rock En gros, Hudson. on propose à un mec qui est un type banal en fait, de se transformer en une autre personnalité, et donc de changer de visage et tout, et de changer carrément de personnalité. Et d'avoir une autre vie plus cool dans le corps d'un beau gosse. Quoi. Et bien sûr, ça va très mal se passer. Frankenheimer, gros réalisateur, un peu. Culture de la Ouais. parano, Ouais. de ce qui va pas. C'est un film en noir et blanc très très fort. Et ouais, il y avait ce film-là, et un film que j'ai vu récemment, donc je peux pas dire que je m'en suis inspiré, même si, putain, en fait, j'ai l'impression de m'en être inspiré vachement, alors qu'en fait, non. C'est Fedora de Billy Wilder. En fait, tu n'as pas vu, c'est le dernier ou l'avant-dernier film de Billy Wilder. C'est les années 70. Ouais, en fait, c'est un film qui a été fait à la fin. Tout le monde se foutait de la vie de Billy Wilder à ce moment-là, parce qu'il y avait la nouvelle Hollywood qui était arrivée avec Spielberg et tout. Normal. Et c'est un film très étonnant, et justement qui joue la carte du nouvel Hollywood et tout. En fait, c'est une vieille actrice qui est recluse dans une île grecque. Et il y a William Holden, donc l'acteur fétiche qui joue dans Sunset Boulevard. Et justement, c'est une référence à ça, lui là joue un producteur qui va chercher, il veut retrouver cette actrice parce qu'elle a disparu, on la voit plus depuis des années. En plus, c'est une actrice qui est très vieille, mais qui a toujours le même visage, qui n'a pas vieilli en fait, quasiment. D'accord. Donc c'est tout un truc là-dessus et tout. Et en plus, le film commence, c'est à l'enterrement de cette femme. Qui est à Paris. C'est un film franco-allemand. C'est te dire. Donc, voilà. C'est pas du tout américain. Bill Wilder a été vraiment jeté des studios. Il n'y a plus personne qui le voulait à cette époque. Et en fait, c'est quand William Holden fait une voix off et raconte toute l'histoire à l'enterrement, comme dans Boulevard du Crépuscule. Et c'est un film très intéressant justement qui joue sur les différents trucs. On pense aussi à De Palma et tout. Et c'est un film. Alors je l'ai vu après, mais c'est un film très étonnant si vous avez l'occasion de le voir. C'est pas le Billy Wilder que tout le monde va vous conseiller, alors qu'en fait c'est un Billy Wilder, un vieux Billy Wilder assez intéressant en fait.
Alors que c'est pas un gros budget, hein. Par contre ça ressemble à un téléfilm visuellement. C'est vraiment, tu sens que... Mais voilà, il y a un truc qui marche bien, quoi. Donc ça, Fedora, ça peut aussi être intéressant. Tu vois, je l'ai pas vu, faut que je le vois. Et Jurassic, quoi. Comme on l'avait dit. Parce qu'il n'y a pas des dinosaures, mais petite référence à un raptor. Non, c'est pas vrai. Voilà. Bon, bah voilà, c'est à peu près tout. On a à peu près cité 5-6 films. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. J'espère en tout cas que ça vous a intéressé. En tout cas, voyez ces films, c'est pas forcément que pour le film. On s'est dit que c'était l'occasion d'évoquer ces films-là, si ça pouvait donner envie de voir ces films-là. C'est tous ces films un peu sur l'identité, double, triple, quadruple, enfin voilà, tout multiple. Et sur tout le côté chirurgical qui a carrément créé un style, quoi, à partir des yeux sans visage, une espèce de style, de sous-genre qui s'est créé, pas trop connu, mais qui a quand même eu une descendance, quoi. Oui, tout à fait. Voilà, on espère que ce petit module vous a plu. N'hésitez pas à revenir sur la page Ulule pour vous renseigner sur le film. Et voilà, sur ce qu'on est en train de faire. On espère que ça va vous intéresser. En tout cas, de toute façon, vous avez envie de le voir, le film. Vous le savez pas encore, mais vous avez envie de le voir. Ah oui. Oui, ils le savent pas, mais ils le savent pas, mais ils ont voilà. envie. Non, mais en tout cas, jetez ici un coup d'œil et nous on se retrouve pour une émission en mode classique avec pas de campagne. Et Philippe, peut-être. Et Philippe, peut-être, un jour qui revient.